Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, j'en connais pas mal d'entre vous. Merci d'être présents et présentes ce soir. Alors, en effet, hein, je vais rappeler moi aussi un tout petit peu précisément le dispositif. Alors, en fait, à la base, hein, cette volonté de croiser cinéma et jeux vidéo, on a commencé à y réfléchir avec, au TNB en particulier, on a commencé à y réfléchir avec Stéphanie Jaunet à l'occasion d'une grosse session de jeux commentés sur Red Dead Redemption 2 du studio Rockstar, qu'on avait fait dans la grande salle du TNB. Et qu'on avait diffusé sur Twitch simultanément. Bon, c'était un gros dispositif. Et on s'est dit que c'était intéressant de reconduire les choses de manière un peu plus, on va dire, un peu moins ostentatoire, voilà, un peu moins grandiloquente. Faire en sorte voilà, que je sois seul avec la manette en commentant les images, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque la précédente séance, donc sur Resident Evil, que j'ai déjà fait tout seul pour le coup, s'est avéré plus compliqué que je ne l'avais prévu. C'est-à-dire que commenter les images en parlant et en réfléchissant et en se repérant dans l'espace, et en affrontant bien sûr les ennemis, n'était pas forcément quelque chose de facile à faire. Il a été discuté que le dispositif se complexifie un petit peu, c'est-à-dire qu'il y ait un joueur et moi qui commente à côté. Et puis quand on a décidé de partir sur le jeu Shadow of the Colossus, on s'est dit que c'était en fait un jeu qui pouvait se faire en jouant et en commentant en même temps, mais on va du coup faire l'expérience ce soir, voir si ça marche effectivement bien. Alors le principe de ces séances de gameplay commenté, pour être un peu plus précis, et savoir aussi ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre hein, pendant cette séance. On est vraiment sur la question de l'analyse. Hein. Le principe, c'est de montrer les images de jeux vidéo et d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent, en tout cas, qu'est-ce qu'elles peuvent faire surgir comme émotion chez le joueur et ou le spectateur, puisque ce soir, vous êtes dans une position particulière de spectateur de jeux vidéo, même si vous avez pu vous essayer au jeu, je pense, à l'extérieur, et de voir justement ce qui différencie ces images des images du cinéma. Essayer de comprendre quels sont les points communs qui justifient qu'on puisse analyser ce genre de jeu sur un écran de cinéma dans une salle de cinéma, mais aussi comprendre qu'il y a bel et bien une différence très importante entre ces deux médias, parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes codes et selon les mêmes logiques, hein, puisque, pour le dire très rapidement, et chose que vous savez toutes et tous, hein, le cinéma est quand même un art que l'on observe sur un écran sans agir sur les images, là où le jeu vidéo implique une logique d'interactivité, et donc une relation très particulière avec les images en elles-mêmes. Donc c'est aussi ça qu'on va un petit peu essayer d'analyser aujourd'hui, puisque le principe de parler sur les images de jeux vidéo, c'est aussi nous faire prendre conscience de la manière dont les images sont connectées à la manière de jouer, et donc à plusieurs reprises, je vous expliquerai ce qui se passe au niveau de la manette aussi, pour ceux qui n'auraient jamais testé le jeu, pour comprendre comment comment cela établit une relation justement avec les images. Donc vous le comprenez à l'aune de ces quelques mots d'introduction. Faut pas vous attendre à des grandes prouesses de jeu, c'est pas une session de skill, donc je suis pas là pour faire une démonstration technique, ce qui fait que parfois je vais un peu errer, je vais pouvoir m'arrêter, éventuellement parfois mettre pause si je vais trop vite dans le jeu par rapport à ce que j'avais prévu de vous dire. Faudra pas hésiter parfois à intervenir si vous avez envie d'une précision sur un aspect, on aura un moment de discussion à la fin de ce que j'ai prévu de vous montrer. Donc vous pourrez évidemment me poser des questions, et puis on pourra éventuellement revenir dans le jeu, vous pourrez me demander est-ce qu'on peut aller explorer un endroit en particulier, donc on pourra faire ça à la fin. Mais voilà, il est fort possible qu'il se passe des choses, hein, il y a toujours une part d'imprévu dans le jeu vidéo, c'est aussi ça qui est intéressant, à la différence du cinéma bien sûr, puisque vous le savez, nous allons affronter des personnages assez gigantesque, comme vous le voyez à l'écran ici. Et évidemment, il n'est pas impossible que dans le feu de l'action et de la discussion et de la réflexion, il m'arrive de mourir et que je sois obligé de reprendre le jeu. J'espère que ça ne va pas arriver, mais voilà, c'est évidemment une possibilité. Alors, comme on l'a évoqué la séance précédente, hein, c'était sur le jeu Resident Evil. La prochaine session hein, sera donc sur un jeu extrêmement différent en termes de gameplay. Il me semblait toujours intéressant de creuser à chaque fois des types de jeux différents qui s'inscrivent pas seulement dans des genres, de narratifs différents, mais bien dans des genres de gameplay différents aussi. Alors, on reste dans le jeu action-aventure, on va dire de manière assez large, dans Resident Evil et dans Shadow of the Colossus, mais quand même avec une approche du gameplay qui est radicalement différente, puisque autant dans Resident Evil, on avait ce jeu sur le découpage en simili-plan, où on allait essayer de reconduire la logique du montage cinématographique, autant ici, c'est pas du tout ce qu'on va trouver, on va être dans une logique de jeu beaucoup plus proche
des jeux d'action contemporains où on va avoir le personnage qu'on va voir de dos et qu'on va suivre dans une forme de continuité visuelle. Et bien sûr, cela aussi va avoir un rôle à jouer dans l'esthétique que le jeu produit. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un jeu vidéo qui est considéré par beaucoup comme étant une œuvre d'art, ce qui peut parfois surprendre les tenants d'une vision selon laquelle le jeu vidéo ne serait pas une forme d'art. Et Shadow of the Colossus a été justement l'un des jeux qui a fait bouger les lignes, puisque à l'aune de ce jeu et du jeu qui l'a précédé également, du même studio, Ico, ce sont des jeux qui ont un petit peu changé le regard sur le jeu vidéo, où d'un seul coup on s'est dit qu'il était possible d'utiliser ce média pour produire une forme esthétique à part entière, qui est sa propre cohérence, et qui se différencie des autres formes médiatiques, en tout cas reposant sur des images en mouvement. Alors ça implique bien sûr le fait que ce jeu soit considéré comme une œuvre d'art, ça implique qu'il soit intéressant de s'y atteler d'un point de vue ludocentré, si je peux dire, du point de vue du jeu vidéo, pourquoi ce jeu est considéré comme une œuvre d'art. Mais c'est aussi intéressant, il me semble, de l'interroger du point de vue du cinéma, et essayer de comprendre pourquoi ce jeu peut tisser des liens avec le cinéma, alors que c'est pas forcément l'évidence absolue quand on y joue. Preuve étant, c'est que le film qu'on a choisi de diffuser par la suite, autant dans la session précédente c'était assez évident, le lien entre Zombie de Romero et Resident Evil était parfaitement concret, et le créateur de Resident Evil, Shinji Mikami, lui-même était redevable de Zombie, il l'a clairement dit en interview. Autant ici, trouver un film qui entre en résonance avec le jeu était beaucoup plus compliqué. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur Princess Mononoke pour des raisons que j'expliciterai au moment de la présentation du film. Toujours est-il qu'il y a, à mon sens, des liens à tisser avec le cinéma, pas seulement en termes de confluence, on va le voir, mais aussi parfois en termes de différenciation, qui est toujours assez intéressant de relever aussi. Alors pour se situer le contexte, Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui est en fait sorti initialement en 2005 sur la PlayStation 2, qui a été remasterisé en 2011 sur la PlayStation 3, et qui a connu donc un remake en 2018 sur la PlayStation 4. Et c'est à ce remake que nous allons jouer ce soir, pour une raison assez évidente. Il aurait été tout à fait possible de jouer aux versions précédentes, mais je trouve que le fait que le studio Bluepoint, qui est à l'origine du remake, ait opté pour une esthétique très photoréaliste, permettait de justifier davantage la projection sur un grand écran, tandis que le jeu original, bien sûr, est beaucoup plus baveux dans ses graphismes, beaucoup plus minimaliste, rugueux également, et je pense qu'effectivement, ce serait peut-être un peu moins passé sur un grand écran, même si ces choix, plutôt ces limitations techniques, avaient un rôle à jouer aussi dans le ressenti que le joueur pouvait avoir à l'époque en 2005, chose sur laquelle on reviendra sans doute un petit peu. Alors, l'autre particularité de ce jeu, c'est qu'il est certes développé par un studio, comme tous les jeux vidéo en réalité, un studio qui s'appelle la team Ico, qui est en référence au premier jeu qui est sorti en 2001. Mais en fait, c'est pas ce studio qu'on retient quand on parle des Shadow of the Colossus, de Ico, ou encore de Last Guardian, qui est le troisième jeu produit par le studio. On pense en fait surtout à un auteur, un artiste, qui est Fumito Ueda. Et en fait, c'est un jeu, Shadow of the Colossus, qui est un vrai jeu d'auteur, au sens où il est rattaché à une figure auteuriel, en fait, vraiment quelqu'un qui essaie d'infuser une vision personnelle au sein d'un médium qui, la plupart du temps, est plus un enjeu, repose plus sur des enjeux de divertissement, où on va suivre, où on va plutôt répondre à des attentes codifiées, etc., qui répondent encore une fois à ce que le public attend. Et ici, Fumito Ueda avait la volonté de créer un jeu qui aille un peu à l'encontre des attentes classiques des joueurs et des joueuses. Et on va voir, bien sûr, comment cela se joue. D'ailleurs, Ueda est franchement l'un des seuls ou un des rares auteurs de jeux vidéo. Alors, on pense bien sûr, j'ai évoqué Shinji Mikami pour Resident Evil, mais en fait, Resident Evil, on l'associe beaucoup plus à la firme Capcom qu'à Shinji Mikami en réalité. Sinon, on pense bien sûr à quelqu'un comme Hideo Kojima, qui est vraiment le concepteur des Metal Gear Solid, ou encore de Death Stranding, un jeu qui n'est pas sans faire écho d'ailleurs à Shadow of the Colossus pour énormément de raisons. Ce jeu est donc le deuxième réalisé par Ueda, après Ico donc, et avant The Last Guardian. 3 jeux qui en fait s'inscrivent dans un même univers, même si les liens sont peut-être plus métaphoriques que réellement scénaristiques, mais néanmoins, on se situe, et Ueda l'a affirmé lui-même, dans un même univers, un univers un peu fantasy, vous allez le découvrir.
Ico, le premier jeu donc, de Ueda, était un jeu extrêmement minimaliste qui se passait dans une sorte de grand château où un personnage, qui interprétait une sorte de héros un peu guerrier, allait sauver une princesse dans ce château. Et le grand principe du jeu, celui sur lequel il a bâti sa réputation, c'est le fait que il y avait une fonctionnalité sur la manette avec la touche R2, donc la gâchette de droite, qui permettait de tenir la main de la princesse, puisqu'en fait, elle avait des difficulté en fait à évoluer dans les niveaux, et le fait de lui tenir la main lui permettait en fait de franchir des obstacles, etc. Et l'idée c'était de créer une connexion très forte entre le joueur et ce personnage non jouable donc qui était la princesse. Simplicité, pureté, donc c'était les maîtres mots hein, de Ico, et en fait Ueda s'est dit sur Shadow of the Colossus qu'il voulait produire un jeu plus spectaculaire que le premier, qui était beaucoup plus intimiste, quasi un huis clos donc. Et là la volonté c'est d'aller creuser beaucoup plus loin dans la spectacularité. Donc c'est une suite spirituelle, on va dire, Shadow of the Colossus, mais qui va en fait abandonner, et on va très vite le comprendre, la dimension très positive, lumineuse du premier jeu, l'idée de l'entraide comme étant le moteur ludique principal, pour aller explorer les méandres de la tragédie de l'existence, les tréfonds de l'âme humaine. Shadow of the Colossus, je ne vous le cache pas, est un jeu extrêmement déprimant, extrêmement triste. Mais on va essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on produit ce genre de sensation dans un jeu vidéo qui n'est pas un média qu'on associe généralement à un genre de sentiment. On n'achète pas un jeu pour être déprimé, concrètement. Mais quand on y pense, on se dit pas, tiens, je vais au cinéma pour être déprimé. Et pourtant, le cinéma peut produire des émotions extrêmement fortes, des émotions pas forcément négatives, mais des émotions qui creusent vraiment quelque chose de très profond hein, en nous. Et c'est aussi pour cette raison que j'estime que des films qui ne sont pas forcément aimables a priori peuvent être malgré tout de très grands films. Et Shadow of the Colossus, il me semble, est un très grand jeu en ce sens. Et on va bien sûr essayer de comprendre tout ça. Je vous propose donc de découvrir le début. Le principe, c'est qu'on va on va étudier l'entrée en matière, hein, l'entrée dans la fiction du jeu. Donc on va commencer par la cinématique inaugurale, sur laquelle je ne vais pas parler, je vais simplement vous la montrer pour commencer. Ensuite, je mettrai pause et je parlerai pour expliciter un peu ce qu'on pouvait déjà y déceler. Il y a une deuxième cinématique ensuite qui introduit vraiment le gameplay, pareil, je ferai la même chose. Et ensuite, quand le jeu commencera, voilà, j'essaierai de discuter en même temps que je joue. Voilà, et bien, je propose donc de lancer la séance. Et je lance de mon côté le jeu, donc on va basculer sur l'écran.
Alors, avant de véritablement commencer le récit, quelques commentaires peut-être sur ce qu'on vient de voir. Alors juste, je vais lancer, parce que si je reste trop longtemps sur l'écran de titre, une séquence va se déclencher et je préfère qu'on parte directement sur le jeu. Je me permets juste un tout petit commentaire sur l'écran de titre avant de commenter ce qu'on vient de voir. J'ai découvert ça assez récemment, c'est que sur l'écran de titre, on a un moyen de déplacer la caméra, ce qui est un choix assez étonnant pour le coup. On a vraiment l'impression qu'on va rester sur quelque chose de fixe, mais en fait avec mon joystick droit, là, je suis en train de déplacer mon regard sur cette espèce de temple qui va être le lieu central du gameplay. Et il y a un truc qui est assez étonnant dans ce choix. Ah, vous voyez, ça a lancé la vidéo. Je vais revenir en arrière, c'est pas grave. Hop. Tac. Ce qui est assez étonnant, c'est que tout de suite, ça nous donne une forme de contrôle, mais un contrôle limité. Et ça, c'est un point sur lequel on va revenir tout à l'heure, parce que c'est évidemment extrêmement important dans le jeu, cette impression d'être en maîtrise, cette impression de maîtriser quelque chose, et en réalité de se rendre compte progressivement que le contrôle que nous avons est en fait absolument biaisé et limité de plein de manières différentes. J'ai prévenu, je me mets en facile pour pas prendre trop de risques, évidemment. Même si pour avoir fait l'expérience, moi je l'ai fait en normal, j'ai fait l'expérience du facile, en réalité je vois pas trop de différence. Donc j'ai pas trop saisi où était la nuance entre les deux, mais bon, peu importe, on va voir un petit peu ce dont il est question. Alors, simplement, avant de continuer, quelques commentaires sur ce qu'on vient de voir, parce que, évidemment, quiconque envisagerait le jeu vidéo comme un art proprement et uniquement interactif, on se rend compte qu'ici, on s'est retrouvé face à une grammaire complètement cinématographique. D'ailleurs, on peut tout à fait produire une analyse des images qu'on vient de voir. On comprend bien la manière dont le jeu va nous introduire le personnage que nous allons contrôler par la suite, avec cette volonté d'insister sur un voyage qui est rendu sensible évidemment par une série de fondus enchaînés qui vont produire un effet d'ellipse temporelle, évidemment. On a une forme de montage par épisode, ce qui fait que sans aucun texte, sans aucun carton introductif, on saisit en quelques images tout simplement que le personnage est en train de marcher depuis très longtemps avec son cheval. On ne sait pas depuis combien de temps il voyage, mais on ressent effectivement une sorte de temporalité longue qui est à la fois liée à la mise en scène, qui est aussi liée à la musique bien sûr, qui est utilisée ici, et puis avec des enjeux de mouvement de caméra dont on peut relever certaines occurrences. Le tout premier plan, l'ouverture du jeu par exemple, c'est tout de même un plan étonnant, un plan aérien où on suit une sorte d'aigle comme ça qui va passer devant la caméra et la caméra va se mettre à le suivre avec un plan d'ensemble sur un décor plongé dans la lueur de la lune. Ce plan donc, est un vrai plan de cinématographie virtuelle, où clairement la caméra étant totalement libérée par sa dimension immatérielle dans l'espace numérique en 3D, va permettre comme ça de plonger donc dans des espèces de montagnes rocheuses dans lesquelles on va trouver le personnage. Et donc si on commence avec une vue où on voit la lune et on voit l'horizon, d'un seul coup la plongée de la caméra va venir boucher toutes les lignes de fuite. On va uniquement voir des parois rocheuses, ce personnage qui se déplace contre les parois et qui paraît complètement condamné à aller dans une seule direction, comme s'il n'avait aucun autre lieu où aller, et comme s'il y avait comme ça cette ligne directrice à suivre, mais finalement cet horizon il ne le voit pas, puisque tout est bouché par effectivement ces décors rocailleux et rugueux, qui sont en plus amplifiés et magnifiés par une palette de couleurs complètement tirée vers le bas. Vous avez vu cette désaturation de la couleur, cet éclairage en low-key qui va vraiment comme ça essayer de baisser, de créer des contrastes extrêmement forts, et qui va tout de suite créer une impression de mélancolie, une impression peut-être un peu angoissante sur le hors-champ, sur savoir ce qu'il y a au bout de ce chemin que parcourt le personnage, qui aboutit donc à ce plan sur ce fameux temple donc, que l'on voit arriver à l'horizon, avec cette espèce de deux colonnes gigantesques entre lesquelles le personnage passe, dans une forme de surcadrage, puisque bien sûr tout cela nous crée un cadre dans le cadre, les deux colonnes encadrant donc le décor que l'on voit à l'horizon. Et donc cela met en valeur l'apparition de ce pont absolument extraordinaire dans tous les sens du terme, parce qu'il est magnifique d'un côté, et extraordinaire, parce qu'on se doute bien qu'aucun être humain ne peut construire un pont de la sorte. Au niveau de sa taille, de son architecture, on sent bien qu'on est dans une construction cyclopéenne quasiment non humaine. On ne sait pas quel est ce lieu, mais en quelques images, on comprend que ce lieu n'est plus notre monde, qu'on est dans un à côté du monde, ou devrais-je dire plutôt un au-delà du monde, comme au bord du monde en quelque sorte. Et c'est clairement ce que le jeu va ensuite nous faire entendre par les quelques lignes de dialogue qui vont ouvrir le récit, vous allez le voir. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a une forme de mystère. On ne sait pas qui est ce personnage, on ne sait pas qui est cette jeune femme avec lui sur ce cheval, on ne sait pas où il se rend, on ne sait pas pourquoi il s'y rend. Et tout cela crée bien sûr chez le spectateur une envie d'en savoir plus, un désir de creuser les choses, et
bien sûr, c'est la façon dont le jeu va aussi stimuler l'imaginaire et la volonté du joueur d'avancer dans le récit. Donc on va voir maintenant le véritable début du jeu, c'est-à-dire le moment où le récit se met en place. Là, on a posé l'atmosphère, on a mis en évidence la manière dont le jeu allait construire son monde. On va voir à présent comment il va construire son récit. Et là encore, on va avoir quelques surprises. Was Yuhik Aurel Yek for all Ikudu Ibikuka Yulbzolu Iondu Yulilo Kok I Yuzi Yulakoldoloya Aulik Olazulam Kaz Ilzozeriku Atzoko Amnos Kludu Laomism Wop was you at the Ulas also. View houses is view. Ikola Kizado you Lola. Islis was I Aumizukikif. You are la Kika.
Dorming for Alula. Oshtu Hailwa Wukiwaikwa. Ujes Yazur Zudoko. Was Nordekyo Utiula. I will answer. Aluli, Yuaizum, Dorumi, Cute. Izukumku. Idus Orodo you Iweriko. It's not ours amusement. Alu Tiklik. If the leads to Iso. Wasumusu, Izuo, Yuna. Eureka, Orus, Izu, Anatuku. Yuekosu, Edori, Noku. Yuadu, No, Yutu. Oh, Yukus. Uronora. Grayson Kukwamuranzu. Yora, Equadu. Oyu. Au pets. Aluros, Yukiko. No Suzuki's, no Koto. Onzos, Eramus. Iroria, Kuchudu. Ero, was Nasus, Ewaro, Edu. Eroi, Tuju, Noa. You do. You bet Sanada. Uko, Irodu, was Nasus. Oh, you are there, cry of star. Was you are there, Oricum, Zula, Ukira Jura. Nosus, Hiroya Urans, Kadu, Mukodo. Oram. You are the was Noswido. You will yellow. You are orange. Ola. You do new. No cooler. Itura, Euro, I would Jurani. Iros, Uevo, Icum. Denzram, Beer, Car Africa. Alors, il a remarqué qu'il y a déjà énormément de choses à dire juste sur ce qu'on vient de voir, donc je ne vais pas tout commenter dans le détail, mais simplement quand même mettre en évidence quelques points. D'ailleurs, un point que j'ai oublié de signaler sur la séquence précédente, donc avant le carton de titre, vous avez sans doute remarqué ce nombre de plans aériens extrêmement amples qui vont accentuer bien sûr les échelles de plans larges, très larges, voire d'ensemble, et qui contribuent bien sûr à l'impression de gigantisme, mais surtout de petitesse du personnage qui apparaît complètement réduit, écrasé par rapport à tout ce qui l'entoure. Et ça, évidemment, c'est complètement désiré en termes de mise en scène. Et puis, il y a ce moment où quand le personnage donc, passe le seuil de ces deux colonnes, la caméra elle le suit au début et puis elle le dépasse. Vous avez dû faire attention à ça. Elle le dépasse et elle décolle en fait. C'est-à-dire qu'elle est à son niveau au début et le personnage est relégué dans le hors-champ et la caméra part dans un mouvement aérien qui est complètement impossible physiquement.
Et c'est là aussi qu'on comprend qu'il va y avoir dans le jeu une succession de passages de relais entre l'humain et le divin, ou en tout cas l'inhumain. Et d'ailleurs, enfin, la séquence inaugurale, et même celle qu'on vient de voir, repose sur énormément de panoramiques verticaux qui vont désigner le ciel comme étant quelque chose d'extrêmement important dans la mise en scène, à la fois via le personnage de Dormin qu'on découvre ici, donc cette espèce de, on ne sait pas trop, de divinité ou de démon qui apparaît via ce cercle dans le plafond du temple, comme une sorte d'œil en réalité, et qui vient donc donner qui vient donner la marche à suivre au personnage principal, dont on ne saura jamais le nom, mais dont on apprend grâce au livret de l'époque, qui s'appelle Wonder. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler, ou de caractérisation de ce personnage. Et l'autre chose que j'ai oublié d'évoquer, c'est quand même un truc assez étonnant, c'est que le jeu commence, on a une cinématique dès qu'on lance le jeu, puis on a un écran titre, puis on a à nouveau une cinématique, ce qui peut paraître un peu surprenant. Pourquoi 2 cinématiques, et pourquoi un écran titre qui vient comme ça s'intercaler entre les deux? Alors, j'ai pas de réponse toute faite, mais une interprétation peut-être. J'ai l'impression quand même que cet écran titre vient scander cette ouverture pour nous dire qu'il y a ici un passage de seuil qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'au début, le personnage est encore dans son monde de référence. Il est encore dans le monde réel, si je puis dire, ou en tout cas dans son monde à lui. À partir du moment où il franchit le pont, il y a une rupture qui s'établit, comme s'il ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a cet écran titre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de lancer la partie, on condamne le personnage. Il ne pourra plus revenir en arrière. Et ça, on le comprendra un peu plus tard dans le jeu, quand on essaiera... quand on essaye de retourner un peu au niveau de la falaise où commence le pont, en réalité on est bloqué, il n'y a pas moyen de passer. Comme s'il y avait du vent en fait qui nous empêchait de retourner en arrière. Donc ça veut bien dire que cet écran titre, il n'est pas seulement là pour lancer la partie, il a aussi du sens au niveau de ce qu'il nous dit du personnage et de sa quête. Ça, je trouve ça assez fort, si vous voulez, comme choix de la part de Fumito Ueda. Alors la séquence qu'on vient de voir, vous avez remarqué déjà quelque chose, je pense, tout de suite, c'est que là où le tout début du jeu est empli d'une musique assez majestueuse, assez mystique, dès le début du jeu à proprement parler, il n'y a plus de musique du tout. Au moment où le personnage pénètre dans le temple, la musique s'arrête totalement, et donc de la dimension un petit peu mélancolique de la séquence d'ouverture, on passe à une impression, un sentiment de solitude absolue, vraiment l'impression qu'on est seul au monde, donc un malaise évidemment s'en dégage, et on retrouve les mêmes échelles de plans, c'est-à-dire des plans relativement éloignés du personnage qui vont le rendre extrêmement petit à l'écran, et ce qui va accentuer la démesure du lieu dans lequel il se trouve, et le fait qu'il est face à quelque chose de beaucoup plus grand que lui, beaucoup trop grand en réalité pour lui, ce qu'on ressent aussi avec bien sûr les textes qui nous sont présentés, en tout cas les quelques lignes de dialogue qui nous expliquent un peu ce qui va se passer dans le jeu. Et la musique, elle revient en fait à un moment donné, c'est quand le personnage revient dans le hall, quand il arrive, il découvre ce hall gigantesque, à ce moment-là la musique revient comme pour nous signifier que ce hall va avoir une importance scénaristique cruciale. En effet, c'est le lieu de cet hôtel sur lequel le personnage va positionner donc le corps inerte de cette jeune femme, dont on ne sait pas qui elle est. Est-ce que c'est un amour passé? Est-ce que c'est sa sœur, quelqu'un de sa famille? On l'ignore totalement et on ne le saura jamais en réalité, puisque c'est pas du tout l'enjeu. On se rend bien compte qu'il n'y a aucun désir de caractérisation des personnages. Tout ce qui compte ici, c'est le geste légendaire. C'est comme un conte, si vous voulez. Il était une fois... un pro-chevalier est allé combattre un dragon, etc. On ne sait pas qui c'est le pro-chevalier, il n'y a pas de nom, il n'est pas nommé, etc. C'est quelque chose ici qui est totalement effacé pour privilégier justement l'impression de vivre une histoire universelle, quelque chose qui est universel. Et ça, c'est évidemment des choix très forts de la part de Ueda. Il faut préciser qu'au départ, lors des les premiers prototypes du jeu, le jeu avait un autre titre. Il était censé s'appeler Wonder et les Colosses. Donc le nom du personnage apparaissait dans le titre. Et au bout d'un moment, Fumito Ueda dit non, j'enlève le nom du personnage parce que j'ai pas envie de le caractériser. On va juste appeler ça Shadow of the Colossus. Donc déjà ce choix en dit long sur la volonté du game designer dans ce jeu. Et puis alors il y a un autre moment qui est assez étonnant, vous avez peut-être remarqué ça aussi, le moment où il y a ces espèces de figures d'ombre qui vont apparaître dans le hall, donc derrière le personnage. Il se retourne et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La caméra elle vient se positionner derrière lui. Alors là, pour tous les gamers et gameuses parmi vous, vous savez exactement ce que ça signifie. On va commencer à jouer, on va se fighter avec les ombres. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, la cinématique continue, c'est-à-dire qu'on nous lance sur une fausse piste, par la mise en scène, on nous dit le jeu va commencer, il va y avoir des ennemis, ça va être un jeu traditionnel,
Et comme on brise cette attente, on se rend compte que non, le jeu va nous raconter autre chose. C'est pas ça du tout. Le but, c'est pas ça l'enjeu principal du récit. Ça va pas être de combattre, en tout cas, ces figures à hauteur d'homme, cette espèce d'ombre un peu bizarre, un peu effrayante. On va faire autre chose. On ne sait pas encore quoi, mais visiblement, c'est pas ça qu'on va faire. Et d'ailleurs, il y a des choses qui apparaissent dans les lignes de dialogue, quand Dormin nous dit que l'épée a le pouvoir de faire disparaître les ombres. On sent qu'il va y avoir quelque chose d'un peu métaphysique derrière, puisque faire disparaître les ombres, c'est pas uniquement faire disparaître les ombres physiques du jeu. On comprend aussi que c'est faire disparaître les ombres peut-être du décès de ce personnage, c'est-à-dire envisager peut-être le jeu comme une forme de métaphore du deuil, en tout cas un jeu sur le deuil, dont on comprend cela bien sûr par le dialogue avec Dormin, où on saisit que ce personnage est décédé, que le personnage de Wander veut le faire revenir à la vie, et bien sûr tout ce que ça implique en termes de refus, de déni de la mort, sur ces fameuses étapes, on sait, dans l'acceptation de la mort d'un être proche. Et bien en fait le jeu va parler de ça, et c'est bien sûr par les lignes de dialogue qu'on le comprend, mais aussi et surtout, il me semble, par la mise en scène. Et puis tout cela est accentué, bien sûr, par non seulement les mouvements de caméra qui viennent entourer le personnage, s'éloigner de lui, etc., mais aussi cette palette de couleurs délavées qui crée une impression un peu morbide, un peu triste, qui va imprégner l'ensemble du récit. Alors bien sûr, tout ce que je vous raconte ici, vous dites, bah oui, mais je pourrais très bien le dire d'un film, puisque finalement, ça ne passe que par des enjeux de mise en scène extrêmement traditionnels. Et à mon sens, le vrai génie du jeu, il va commencer après, puisque ça, on se dit, ok, Fumetto Ueda, c'est un auteur, il a une vision très précise de la manière dont on va créer des émotions par l'image, donc en se réappropriant les codes du cinéma, on sait très bien qu'il va réussir à produire ce qu'il veut produire. Mais dès lors que le joueur prend le contrôle de la caméra, du rythme du jeu, etc., il n'est plus possible pour le game designer de faire de la mise en scène dans le jeu en lui-même. Il laisse la mise en scène au bon soin du joueur. Et c'est là que les choses se compliquent, bien sûr, quand on est game designer. Comment est-ce qu'on fait pour faire ressentir des choses qui passent par les cinématiques la plupart du temps? Comment est-ce qu'on les fait ressentir par le gameplay? Et c'est là, bien sûr, que le jeu va devenir, à mon sens, extrêmement passionnant. Alors déjà, d'entrée de jeu, ce qui est intéressant, c'est que le tout début, le moment où on a le contrôle, donc c'est ce moment-là, on remarque que tout de suite, on nous met dans une position quand même assez révélatrice. C'est-à-dire que certes, c'est plus le game designer qui a le contrôle de la caméra, mais il nous a laissé quand même avec un plan sacrément bien composé. On le voit ici avec le personnage donc de dos dans l'ombre de ce temple, avec le personnage féminin donc devant lui qui produit une forme de croix comme ça dans l'écran, ce qui va aussi tout de suite investir tout un imaginaire religieux, bien sûr. Et puis on a ces deux colonnes qui, on le voit, créent comme tout à l'heure un effet de surcadrage tout à fait visible, un cadre dans le cadre, une sorte d'écran dans le cadre, qui désigne donc ce lieu qu'on va investir par la suite, comme pour nous dire que ce qui va être important dans ce jeu, c'est le lieu qu'on va arpenter, ce lieu qu'on va découvrir. Et on va le découvrir comme une entrée réelle dans la fiction, puisque autant au cinéma cette entrée elle est métaphorique, autant dans le jeu elle est littérale, puisque le monde existant réellement en 3 dimensions, bien sûr, on l'investit de fait. Alors c'est un plan qui est composé au niveau cinématographique, mais en fait c'est aussi, sans qu'on le sache encore, un plan de gameplay, puisque finalement ce surcadrage n'est pas uniquement là pour mettre en valeur le décor, mais aussi pour nous indiquer la direction à suivre, puisqu'en réalité, on va le découvrir assez rapidement, le premier personnage que nous allons affronter, le premier colosse, se trouve exactement dans cette direction. Alors le surcadrage ici n'a pas qu'une valeur esthétique, il a une valeur utilitaire, il nous indique la direction à suivre, mais ça on ne le sait pas encore. Sauf que le joueur, du coup, il s'en imprègne. Le jeu commence par cette image, donc tout de suite, inconsciemment, on se dit qu'il y a un truc qui se joue avec cette direction à suivre. Et on se dit, là, si je voulais avancer, ce serait dans cette direction que j'irais. Et comme par hasard, c'est la bonne direction. Alors bien sûr, une fois qu'on prend les contrôles, avec mon joystick droit, comme vous connaissez tout ça, j'imagine, on tourne autour du personnage et on va pouvoir donc se déplacer dans ce temple qu'on va donc découvrir. Alors par rapport à Resident Evil auquel on a pu jouer la dernière fois, on voit tout de suite qu'il y a un enjeu qui est extrêmement différent, c'est que là la caméra va se déplacer avec le personnage, et surtout il n'y a pas de découpage interne au jeu, on est sur une forme de continuité bien sûr, la fragmentation inhérente à la narration cinématographique est ici totalement absente. C'est bien sûr la réalité de ce monde qui va dès lors être mise en avant, le fait que ce monde n'est pas découpé, fragmenté, recomposé, il est expérimentable comme un lieu réel, un lieu à 3 dimensions, un lieu en volume dans lequel on va donc pouvoir pénétrer.
Donc là encore, on a dans le décor la volonté de créer ce sentiment de cadre dans le cadre, comme toujours, pour magnifier l'espace dans lequel on va se déplacer. Comme dans n'importe quel jeu, on a une forme de tutoriel où on va nous indiquer évidemment ce qu'on doit faire, sauter, etc. Et on va découvrir en effet qu'on a une épée magique qui brille, sur laquelle se reflètent les rayons du soleil, qui vont nous indiquer la direction à suivre, la direction dans laquelle le prochain colosse va se trouver. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez, si je dirige le rayon, on se rend compte, comme par hasard, que c'est exactement le lieu qui était surcadré par le plan inaugural du jeu. Deuxième chose, tout de suite on remarque qu'on ne va pas être à pied tout du long. C'est-à-dire qu'on a quand même un cheval, et c'est pas anodin, c'est que juste le fait de positionner un cheval dans le jeu nous indique quelque chose. C'est que le lieu dans lequel on est, c'est pas juste un petit château ou un petit pré de rien du tout. Ça va être un lieu immense. On le comprend parce qu'il y a un cheval. S'il n'y avait pas de cheval, on pourrait se dire ok, le jeu on va en faire le tour en 2-3 heures. Du fait qu'il y a un cheval, on se doute que ça va être beaucoup plus imposant. Il va y avoir beaucoup plus de choses à voir. Monde assez vaste donc, qu'on va éviter de découvrir à pied, évidemment pour gagner un peu de temps, même si on pourrait le faire, évidemment, mais ça n'a pas trop d'intérêt, puisque l'un des autres grands intérêts de ce jeu, ça va être la relation qui va se tisser avec ce cheval au fur et à mesure. Alors, on nous indique également qu'on a une carte qu'on peut consulter, mais une carte qui ne nous renseigne pas beaucoup pour le moment, parce que vous le voyez, elle est gorgée de nuages. Donc pour le moment, on ne sait pas du tout ce qu'il y a sur cette carte. Ce qu'on voit juste en revanche, c'est ces espèces de figures sur les côtés qui correspondent en fait aux idoles qu'on doit détruire et du même coup aux colosses qu'on est amené à découvrir. Et en fait, les nuages vont se disperser à mesure qu'on va découvrir les lieux et surtout qu'on va affronter les colosses. Le principe de cette carte aussi nous indique qu'on est dans un registre de jeux vidéo très connu bien sûr, qui est le jeu en monde ouvert, puisque là encore, contrairement à certains jeux qui nous indiquent des directions très précises à suivre et qui nous imposent un chemin à parcourir, ici on a une liberté d'action, c'est-à-dire que certes là je me dirige vers le premier colosse, mais je pourrais tout à fait choisir de faire demi-tour et de me diriger ailleurs, d'aller visiter un autre endroit sur la carte, etc. Donc il est tout à fait possible de visiter le jeu à sa guise, sauf que, à la différence d'un jeu tout à fait récent comme les derniers Zelda par exemple sur Switch, la grande différence c'est que ici les colosses ne sont pas affrontables dans un ordre aléatoire. Ils sont affrontables dans un ordre complètement déterminé. Donc on est obligé de les faire un par un. C'est-à-dire que quand on va dans les endroits où il y a les colosses, en fait, ils ne sont pas présents. Donc ce qui crée un sentiment assez particulier de lieu extrêmement désert, inhabité. Du coup, c'est un jeu qui est à la limite du monde ouvert et du monde fermé, si je puis dire, qui est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'on a la sensation du monde ouvert, et pourtant, on a quand même le feeling narratif d'un jeu couloir, si je puis dire, puisque, encore une fois, on va suivre un scénario tout à fait précis. Et tout cela va avoir un impact, bien sûr, sur le joueur, sur le ressenti du joueur. Parce qu'on est très guidé. Et on va le voir tout de suite qu'on est très guidé, c'est que, certes, on est assez libre, mais il y a quand même des moments où la caméra nous est ôtée des mains. Petit moment de cinématique, donc, qui, ici, nous permet tout simplement de voir le chemin à suivre, donc le fait de devoir escalader. Donc on se doute ici qu'on va devoir laisser notre cheval en arrière pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on va monter tout en haut. Chose assez étonnante avec ces cinématiques, c'est que vous avez remarqué d'ailleurs un truc intéressant, c'est qu'elles sont annoncées par un changement de format. Donc les bandes noires qui apparaissent en bas et en haut, qui est bien sûr un artifice visuel extrêmement fréquent dans le cadre du jeu vidéo. Alors je suis désolé, je regarde un peu l'écran parce que mon écran est assez sombre en termes d'étalonnage, ce qui fait que je ne vois pas trop où je suis. Il faut que je revienne là, je crois. Voilà. Non, c'est pas du tout là. Excusez-moi, en fait, je vois pas le. Je vois vraiment rien sur mon écran. Je suis désolé, c'est un peu chaud. Ah voilà, c'est ici. Voilà. On a du lierre en fait à escalader. Voilà. Voilà, je suis obligé de regarder l'écran parce que là c'est juste un écran noir en fait. Il me semble que j'y suis, voilà. Donc on va évoluer voilà, sur cet espace assez étroit. La caméra va nous suivre et puis d'un seul coup on va voir que la caméra elle va aussi s'éloigner un petit peu de nous dans une logique assez proche de... Pardon, je suis totalement perdu visuellement là. C'est très compliqué parce que je vois un écran en biais.
Vous savez, j'ai un peu le sentiment d'être chez Pierre et Tex quand il se place au premier rang dans une salle et qu'il voit l'écran complètement déformé. J'ai un peu cette sensation-là. Là, il n'y a pas de lierre, merci de me dire, parce que là, je vois strictement rien. Là, il y en a, c'est bon, j'y suis. Ouais, merci. Ah, c'est bien, guidez-moi, parfait. Vous allez me faire un jeu de chaud-froid. C'est bon, là, j'y suis. Je suis monté, ouais, j'ai l'impression. J'évolue, alors vraiment, je vois rien, quoi. Tac, tac, tac. Dites-moi si vous voyez un précipice quelconque, j'avance un peu à tâtons. Là, il y a un précipice, ouais, c'est ça. Je me suis pas accroché? C'est pas trop haut pour moi, ça? Ouais, je pense que c'est un peu haut. Ah non, c'est bon. Purée. Est-ce que c'est mieux, là? C'est encore très sombre, hein, mais bon. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à faire quelque chose? Ah, je crois que j'ai réussi à monter, non? Allez. Voilà. Donc, ici on voit que la caméra, par exemple, elle s'éloigne. C'est un truc qui est assez étonnant, c'est que pour l'instant on a été très proche du personnage. Si la caméra s'éloigne aussi, c'est pour nous donner une indication, c'est qu'on se situe dans une logique de jeu de plateforme, ce qui est extrêmement compliqué quand on voit pas ce qui se passe, comme moi. Là, il y a un précipice. Hein. Ouais. Hop. Ok, on y est. Voilà. Là, je crois qu'on est sur un passage. Voilà, on va me dire de faire une petite roulade. Voilà. Et voilà, je pense que là, je vais devoir commencer à mieux y voir. Voilà. Donc, les mouvements de caméra, enfin, en tout cas, les changements d'échelle sont aussi là pour nous renseigner sur la manière de jouer. Alors ça aussi, c'est un truc assez différent du cinéma, bien sûr, où les échelles de plan servent pas à ça. Mais là, bien sûr, hein, le fait de pouvoir varier entre des plans d'ensemble ou des plans plus rapprochés nous indique aussi une certaine manière de se comporter dans l'espace, face à l'espace. Alors, j'ai une toute petite pause ici hein, pour revenir sur ce que je disais, parce que j'ai été un peu coupé dans mon élan par cette difficulté inattendue. C'est un jeu très difficile pour escalader des murets, c'est déjà un enfer, visiblement. Donc les cinématiques annoncées hein, par ces changements de format, la première cinématique qu'on vient de voir, on peut se demander à quoi elle sert, à part nous indiquer un peu une direction, mais bon, n'importe quel joueur un peu chevronné comprend qu'il faut escalader pour réussir à monter au-delà du mur. En fait, il me semble que cette cinématique, elle a aussi un rôle particulier. Elle est là pour annoncer le fait que par moment, il y aura des cinématiques dans le jeu, pour qu'elles aient un impact finalement plus grand et qu'on ne soit pas surpris. Or, la prochaine cinématique, elle apparaît en fait ici. Évidemment, arrivée du colosse majestueuse. Ce que j'ai pas trop fait pendant la cinématique, c'est qu'en fait, il y a un truc particulier, c'est que je pouvais faire comme sur l'écran titre. Je pouvais déplacer un tout petit peu la caméra, mais pas beaucoup, de quelques centimètres à chaque fois, comme pour nous dire que le colosse est tellement gigantesque que la caméra ne pouvait pas en fait le filmer intégralement. Donc je pouvais tenter d'avoir le contrôle sur la caméra, mais en fait c'était totalement impossible de voir le colosse dans son intégralité, sauf au moment où il s'éloigne dans le lointain, et où il va bien falloir que je l'affronte. Et là évidemment c'est David contre Goliath, hein. On voit ça en tant que joueur, quand on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre, on a tout de suite une surprise, en tout cas on est assez tétanisé évidemment par rapport à ce que l'on voit, et là l'échelle de plan va permettre là aussi de se saisir du gigantisme hein, du colosse, qui va évidemment nous voir et se retourner contre nous. La musique qui était absente jusqu'à présent revient et va nous permettre d'accentuer la dimension épique bien sûr de l'affrontement. Donc là, ce qui est assez remarquable, bien sûr, hein, en termes visuels, c'est la façon dont ce colosse se confond quasiment avec le décor. Vous avez remarqué ce côté très minéral, bien sûr, hein, qui vient tout de suite jongler, ou en tout cas répondre au décor environnant, hein, ces parois rocheuses. Et donc le principe, c'est qu'on va essayer de trouver des points faibles sur ce colosse, points faibles hein, qui vont être remarquable grâce à l'épée, qui va effectivement renvoyer la lumière et donc permettre de découvrir les points faibles. Alors le premier, contrairement aux apparences et à la façon dont on joue, parce qu'évidemment parler en même temps c'est jamais facile, le premier c'est pas forcément le plus compliqué de tous.
même s'il impose évidemment une forme quand même de gymnastique, puisque le principe c'est qu'on est agrippé à la fourrure grâce à une touche, c'est la touche R2 qui est, je vous le rappelle, la touche qui servait dans Ico à agripper la main de la princesse. Donc il y a une sorte de récupération, si je puis dire, du gameplay du jeu inaugural. Bon là j'ai plus d'endurance donc je vais retomber, mais je vous explique en même temps le principe. Donc le fait de s'agripper en fait devient un enjeu de gameplay, mais un enjeu de gameplay différent, puisque la seule manière de vaincre les colosses, ça va être justement de monter dessus, et du même coup de réussir, pas comme ça par exemple, de réussir donc à monter jusqu'au point faible. Je me concentre un peu. Alors on a en effet, alors on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, on avait très peu d'interface pour le moment dans le jeu. On n'avait pas la jauge de vie ou ce genre de choses. Et là la jauge de vie évidemment elle apparaît sur la droite. Jauge de vie et endurance. Et cette endurance va permettre de porter des coups plus ou moins forts au colosse. Le fait de l'avoir affaibli va nous permettre de l'escalader. Et d'aller donc déceler son point faible. Alors c'est un élément qui avait été extrêmement marquant quand le jeu était sorti à l'époque, c'était cette confusion entre le minéral et l'animal, donc le jeu sur les fourrures évidemment, qui est ici extrêmement saisissant graphiquement. Donc là c'est le point faible qui a été mis en évidence par l'épée de lumière, et du même coup, cette première victoire contre le premier colosse. Alors ce qui est surprenant, c'est que dans un jeu traditionnel, quand on bat un boss, en général, c'est plutôt satisfaisant, il y a une musique qui est un peu héroïque, etc. Alors là, c'est pas du tout le cas, vous remarquez que la musique, elle est pas du tout héroïque, elle est un peu triste, un peu mélancolique, et on va être tout de suite assailli par ces espèces d'ombres qui nous montrent que c'était peut-être pas tant que ça une victoire en fait, ce qu'on vient de vivre, mais une forme de semi-défaite, morale, éthique peut-être, et surtout une mort, puisque le personnage s'effondre et passe dans une sorte de tunnel de lumière, qui n'est pas sans évoquer une forme d'expérience transcendantale, de transfert d'âme, et qui va permettre une transition vers, tout simplement, le temple, où on était au début. Donc là, concrètement, on a vu l'intégralité de la proposition ludique du jeu. Ça va être ça, tout du long, des chevauchées vers les prochains colosses à abattre, et donc les affrontements avec ces colosses qui, on l'a compris, sont au nombre de 16.
On va remarquer que dès que ça se relance, hein, le gameplay, on retourne sur ce plan inaugural, sauf que la différence c'est que notre personnage n'est plus tourné dans cette direction, il est tourné de l'autre côté. Or, bah, c'est pas une surprise, hein, le colosse en fait, on va s'en apercevoir si il faut que j'aille dans la lumière. Le colosse en réalité est bel et bien dans cette direction, c'est-à-dire que la position de notre personnage au début est là aussi pour nous indiquer la direction à suivre. Alors on va se diriger tranquillement vers ce colosse et puis je vais vous en dire un petit peu plus sur ce qui me semble tout à fait intéressant en termes de gameplay ici. Parce que pour l'instant c'était simplement pour vous montrer un peu l'enjeu ludique, mais essayons de voir maintenant comment cet enjeu ludique va être digéré d'un point de vue de l'émotion du joueur. Alors ces hôtels, hein, c'est un peu une des rares concessions aux jeux vidéo traditionnels, puisqu'en fait ce sont des points de sauvegarde, hein, concrètement. On va d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu le principe, c'est qu'on va se mettre à prier tout simplement devant ces hôtels. Et non seulement, bien sûr, nos blessures sont guéries, mais en réalité elles guérissent un peu automatiquement. Mais surtout, hein, on va pouvoir reprendre ici si jamais on perd ou on meurt face à un colosse. Alors, au niveau du gameplay, un truc quand même assez étonnant au début quand on joue à ce jeu, et ceux qui l'ont expérimenté en ont eu conscience, c'est le contrôle du cheval. Parce qu'en fait, Agro, donc le cheval qui nous accompagne, est presque un personnage à part entière. C'est-à-dire que concrètement, il suffit d'appuyer sur la touche triangle une fois pour qu'il se mette à courir, et il court en ligne droite. Après, on n'a plus vraiment à faire grand-chose, sauf qu'au bout d'un moment, il va se mettre à ralentir, un peu automatiquement. Mais c'est pas nous qui le dirigeons de manière très précise, hein, comme dans les jeux plus contemporains, que ce soit les Red Dead Redemption ou autres, hein, où le contrôle du cheval est extrêmement soumis aux joueurs. Ici, hein, c'est évidemment pas du tout le cas. Du coup, ça peut paraître un peu étonnant la première fois qu'on joue, mais en fait, c'était une volonté de la part de Ueda, parce qu'en fait, il voulait pas justement que ce soit un cheval totalement contrôlable, il voulait que le cheval ait un peu sa propre identité, sa propre autonomie. C'est-à-dire que parfois, on va lui demander d'aller à droite et il va pas complètement vouloir, il va se déplacer un peu sur la gauche, etc. Donc ça va produire un effet particulier où c'est quasiment le seul être vivant du jeu auquel on va pouvoir se rattacher, parce que vous avez bien saisi que cet univers qu'on découvre ici, hein, par le biais de ces plans d'ensemble, cet univers est extrêmement désert, aride, esselé, enfin c'est un personnage complètement esselé, hein, dans ce décor. On a l'impression de pas seulement de la mélancolie ici, hein, mais vraiment une forme de dépression géographique, si je puis dire. Et là, bien sûr, hein, le fait d'avoir ce cheval auquel se rattacher tout au long du jeu va nous permettre évidemment de ne pas être complètement seul. Donc il va y avoir un lien en fait qui va se créer très très fort avec ce cheval, et ce lien n'aurait pas pu naître si le cheval avait été contrôlé entièrement par le joueur. Donc là, vous voyez, je fais rien. C'est le cheval qui se déplace tout seul. Si je voulais aller plus vite, je pourrais appuyer, mais effectivement ici, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du gameplay. À nouveau, ces cinématiques qui annoncent le lieu où va se trouver le colosse. Alors, là encore, un truc qui est assez surprenant, même si je vous en parlerai un peu plus après, c'est justement le fait d'utiliser la touche triangle pour pouvoir accélérer. C'est pas du tout instinctif en réalité, ça crée un truc assez particulier en termes de gameplay. Alors ici, en termes de mise en scène, on voit aussi dans quelle mesure le fait de descendre comme ça dans cette grotte va faire disparaître le ciel, et du même coup va créer cette espèce de prison visuelle, avec ces obstacles. Vous voyez, là je touche absolument rien, la caméra elle essaie d'éviter un peu des obstacles, mais de manière un peu difficile. D'ailleurs, la caméra du jeu a été extrêmement critiquée à l'époque, hein, notamment sur la PS2. Tout le monde disait que les mouvements de caméra étaient complètement ratés, hein, sur Shadow of the Colossus, parce qu'ils n'étaient pas du tout instinctifs. En réalité, c'est des mouvements de caméra qui sont extrêmement intéressants, parce que justement, ils nous donnent l'impression qu'on n'est pas complètement en maîtrise, qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans le jeu, et qu'on a des obstacles qu'il va falloir franchir, des obstacles dont on ne pourra pas faire abstraction en réalité. Vous voyez ici la saturation du cadre, bien sûr, par le colosse. Et donc là, il va y avoir une façon particulière
de le vaincre, celui-ci, c'est qu'il faut d'abord le faire tomber, donc ça va jouer hein, avec l'arc, pour le coup, puisqu'on n'a pas seulement une épée, on a également un arc. Parce qu'il lève un peu les pieds. C'est vrai qu'il lève pas les pieds très haut. Par contre, ce qu'on remarque tout de suite aussi, c'est qu'en termes d'échelle de plan, on va être dans une logique hein, beaucoup plus rapprochée. C'est-à-dire que dès qu'on va brandir l'arc, on va avoir le sentiment d'être extrêmement proche du personnage, ce qui va bien sûr accentuer hein, la dimension humaine face à la démesure de l'ennemi à abattre. Alors je sais plus si c'est le pied de devant ou le... On va lui lancer quelques flèches pour l'agacer un petit peu. Voilà, donc là, il s'agenouille, ce qui va me permettre... Alors encore une fois, je ne vois pas grand-chose. Bon. Ouais. Sur le côté de la patte, excusez-moi. Hop. Non, je vois vraiment rien. Hop, de ce côté-là. Bon, désolé. On va retenter alors. Ce qui me semble... Au niveau du genou, pardon. Ah oui, c'est ça. Tac. Voilà. Donc comme tout à l'heure, même principe, vous voyez que dès lors qu'on est sur le colosse, la caméra s'éloigne. Ce qui permet d'adopter encore cette perspective un peu plus divine, en tout cas moins proche de l'humain, moins proche du corps. Et d'ailleurs, quand on y regarde bien, les moments où on se déplace dans Shadow of the Colossus et dans lesquels la caméra va être très proche du joueur, on va avoir vraiment un sentiment qui n'est pas sans évoquer celui qu'on pouvait avoir dans les films des frères Dardenne, par exemple, où on a des obstacles hein, qui vont être remarqués grâce à la caméra. Et donc on a ce sentiment bien sûr, parce que alors c'est ça aussi, ça se ressent avec le gameplay, c'est que dès que le colosse bouge, on a vraiment une sensation d'impuissance extrême. On a vraiment l'impression d'être ballotté dans tous les sens, donc on sent qu'on est le jouet d'une force extrême, si vous voulez. Vous voyez là par exemple, hein, je peux rien faire, je suis condamné à attendre que le colosse se calme un peu pour pouvoir planter mon épée. Et ça aussi, ce sentiment, c'est quelque chose qui n'est pas retranscriptible dans un film, hein, c'est ce sentiment de petitesse et de vulnérabilité totale du personnage, qui passe véritablement par la sensation de rien pouvoir faire, d'être complètement soumis au mouvement désespéré de l'être qu'on est en train de combattre. Donc là, le point faible vient de disparaître pour la bonne et simple raison qu'en fait, il y en a un deuxième qui va apparaître, qu'il faut aller retrouver. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant le combat, vous le voyez, la musique en elle-même, par contre, reste extrêmement épique. Là, pour le coup, on a une musique hein, qui retranscrit bel et bien l'ampleur du combat, qui correspond vraiment à certaines attentes hein, du jeu vidéo, pour le coup. Et on va trouver donc le deuxième point faible, ici. Et donc on va obtenir voilà, cette même scène cinématique avec ce ralenti évidemment qui vient accentuer la chute. Donc là encore des choix assez simples mais qui ont cette forme d'efficacité. Et puis toujours cette musique très mélancolique qui vient nous montrer qu'il y a quelque chose de grave dans ce qu'on vient de faire.
Alors cette gravité de ce qu'on fait en tuant ces colosses, bien sûr, on va la comprendre au fur et à mesure, puisque vous avez vu que ces colosses, fondamentalement, ils m'ont rien fait. Moi, je vais les chercher, les pauvres, ils sont là, ils sont tranquilles, ils font leur vie, et j'arrive et je viens les poignarder, c'est absolument terrible, évidemment. D'autant plus qu'ils ont l'air assez inoffensifs, ils ont une sorte de regard un peu vacant, vous avez repéré ces yeux bleus très particuliers, qui nous donnent l'impression de créatures esselées et finalement presque malheureuses, qu'on va venir achever comme ça de manière totalement arbitraire. Et là, il y a évidemment quelque chose qui est assez fort dans les choix de Fumito Ueda, c'est que très rapidement, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire ne peut pas bien finir. Il y a une sorte d'escalade comme ça dans la violence qui devient un enjeu du commentaire du genre lui-même. Et vous avez remarqué que là, quand je ressuscite, à chaque fois, il y a ces ombres, ces personnages d'ombre particuliers. Il y en avait une au départ, une ombre, 2 ici. Là, vous comprenez qu'à chaque fois que j'ai tué un colosse, il va y en avoir une de plus. Que sont ces ombres ? On ne sait pas vraiment, même si on peut commencer à interpréter les choses, puisque vous avez vu, j'ai une espèce d'ombres comme ça qui viennent me dévorer à chaque fois que je tue un colosse. On peut interpréter cela, bien sûr, comme une sorte de part d'ombre du personnage, hein, comme si il y avait une part de nous qui mourait à chaque fois qu'on abattait un colosse. Alors, il y a un autre truc qu'on voit pas encore, mais qu'on verra, et je le dis parce que ça aura une importance pour la présentation de Princesse Mononoke, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va tuer un colosse, non seulement on va avoir ces ombres qui vont apparaître autour de nous, mais notre corps lui-même va blanchir, pâlir, se voir strié de marques noires qui vont de plus en plus dévorer notre corps, comme une sorte de malédiction en fait, comme si on perdait en vitalité à mesure qu'on abattait des colosses. Et là encore, par les choix de design, de gameplay, on comprend progressivement que ce qu'on est en train de faire, c'est une forme de descente aux enfers, un personnage qui s'autodétruit, en fait, en n'acceptant pas la mort du personnage féminin qu'il a amené ici. Alors, je ne vais pas forcément réaffronter un autre colosse, en revanche, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant à commenter, il me semble, dans ce jeu. C'est, encore une fois, des choses liées au design et à la mise en scène. Je vous disais tout à l'heure que on était dans un monde ouvert et que forcément, dans un monde ouvert, il n'y a plus la même logique que dans un jeu fermé comme Resident Evil où on va pouvoir composer des cadres, etc. Là, comme il n'y a pas de composition de cadre, on peut se demander comment faire de la mise en scène dans un jeu en monde ouvert. Et en fait, Shadow of the Colossus repose régulièrement sur des choix qui sont imposés par Ueda. Et je les ai un peu évoqués, c'est ces changements d'échelle de plan, comme on le voit ici, pour mettre en évidence la beauté du lieu qu'on explore. Mais il y a aussi des moments où, pendant des cavalcades un petit peu effrénées, on va avoir des plans qui vont se déplacer. Voilà, la caméra, par exemple, se déplace, vous voyez, en décadrant le personnage, en le mettant sur la droite du cadre, ou parfois sur la gauche, et en se mettant légèrement en contre-plongée. Alors ça renforce bien sûr une forme d'immersion, mais surtout ce que ça fait, c'est que ça crée quelque chose au niveau de la ligne des tiers. Vous voyez que ici, si je devais tracer 3 lignes, enfin 2 lignes équidistantes à la verticale et à l'horizontale pour créer la règle des tiers en photographie, je me rendrais compte que mon personnage, il est situé sur la ligne de droite, voire au-delà de la ligne de droite. Il n'est pas sur une ligne des tiers, sur les passages de cavalcade. En revanche, ce qui apparaît dans le centre de la règle des tiers, c'est le décor. Même dans un plan comme celui-ci, on voit bien que le personnage il est relégué dans un coin de l'image quasiment, alors que tout le reste du cadre est met complètement en évidence le décor. Comme pour nous dire que ce qui prime dans ce jeu, c'est pas tant le gameplay, c'est vraiment le lieu, encore une fois, dans lequel on se trouve. Ce que j'évoquais au début avec ces surcadrages, on le ressent ici aussi par ces choix de composition très étonnants de la part de Ueda. Alors, si je viens ici, dans cette forêt, c'est peut-être pas d'ailleurs une bonne idée parce que dans mon souvenir, elle est très sombre, donc j'ai peur de ne pas voir grand-chose ici. C'est donc pas le lieu d'un colosse, mais c'est un lieu sur lequel je suis un peu tombé par hasard en explorant le monde. Je me suis demandé effectivement à quoi pouvait servir ce lieu. Et en fait, il y a des trucs assez étonnants dans ce lieu-là, c'est qu'il y a des éléments de gameplay que j'ai pas encore évoqués, notamment un. C'est que, alors je dis qu'on se baladait, on affrontait des colosses et que c'était à peu près tout. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des trucs quand même dans Shadow of the Colossus qui sont à faire, au-delà de tout cela. Il y a par exemple des objets à récupérer. Alors, les objets, ils sont pas extrêmement stimulants, on va dire. Il y a des lézards qu'on peut parfois tuer, qui vont augmenter notre vie, ou notre endurance, pardon. Il y a des fruits parfois aussi à trouver qui permettent d'augmenter notre endurance.
Mais ça, c'était dans le jeu original de 2005. Mais il y a aussi parfois d'autres choses dans ce jeu à récupérer, et ça, je l'ai découvert un peu par hasard, et je me demandais vraiment ce dont il s'agissait. Alors, je crois que c'est ici, mais j'en suis pas sûr à 100%. À vérifier. Il y a des endroits dans le jeu, en fait, où il y a des éléments qui sont cachés, qui sont masqués à la vue du joueur. Voilà. Des choses qui nous sont annoncées par une sorte de bruit un peu particulier, de scintillement. Des choses qu'on peut récupérer, on a juste une sorte de main qui apparaît en bas, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert, et c'était pas dans le jeu original. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, qui m'a beaucoup interrogé, qui m'a amené à me demander, à faire quelques recherches pour savoir de quoi il s'agissait, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. D'abord, peut-être tirer quelques conclusions, tout de même, sur ce qu'on vient de voir, puisqu'on va pas trop tarder, hein, évidemment, pour se diriger tranquillement vers la deuxième séance. J'ai quand même encore quelques petites choses à vous dire. Et je voulais quand même évoquer un point intéressant, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier dans le design de ce jeu. Alors, ça a été, je l'ai déjà dit, sur la question de l'épure, le fait qu'il n'y ait vraiment pas grand-chose de représenter, hein, des choix extrêmement drastiques, hein, en termes de composition, hein, l'impression qu'il y a très peu d'éléments. Alors, je l'ai dit, quelques lézards par-ci par-là, quelques fruits à récupérer, ou ces petits éléments scintillants, mais finalement, on se retrouve face à un jeu qui pourrait paraître assez pauvre en termes de gameplay, en termes de rejouabilité également. On a l'impression que finalement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais en fait, tout cela, bien sûr, on le comprend, c'est tout à fait voulu de la part de Ueda. Ueda, en fait, avec ce jeu, déjà un peu avec Ico en réalité, a inventé un concept qu'il a appelé le design par soustraction, la conception par soustraction. Donc l'idée, c'est de ne pas ajouter des choses pour créer un univers ou pour créer un jeu, mais plutôt de les extraire, de les enlever, d'aller à l'os, d'assécher véritablement le jeu. Et ce concept de conception par soustraction, je le trouve tout à fait intéressant parce que, étonnamment, il est possible de le relier à un concept qui vient de la théorie, ou plutôt de l'esthétique du cinéma. Un concept qui est déployé et investi par un chercheur qui est un chercheur de l'université Rennes 2, donc je me permets de le dire, et surtout pour faire l'exploit de citer ce chercheur dans une intervention sur le jeu vidéo, parce que s'il le savait, il me dirait « mais pourquoi ?» Il s'agit d'Anthony Fian, qui a publié ce fameux ouvrage, hein, sur le cinéma soustractif, pour un cinéma contemporain soustractif, et qui, dans cet ouvrage, nous explique en fait ce qu'il entend par le cinéma soustractif. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit passage de cet ouvrage, parce que vous allez voir que si vous remplacez le terme cinéma par jeu vidéo, et que vous pensez à ce qu'on est en train de regarder ici, vous allez tout de suite voir des correspondances assez étonnantes. Alors, à l'heure de la surenchère à laquelle est livré le cinéma, je vais peut-être mettre ça ici, ça va être plus simple, parce que je vais pouvoir voir ce qu'il en est. Arrêtez d'accélérer. À l'heure de la surenchère à laquelle est livré le cinéma, il est surprenant de constater avec quelle régularité nous parviennent d'un peu partout dans le monde des films faisant preuve, selon des modalités diverses et variées, d'une véritable retenue dans leurs propositions esthétiques et dramaturgiques. Des films ramenant de cette manière le cinéma à ses qualités premières, originelles, incitant à revenir à ses définitions fondamentales en tant qu'articulation d'espace et de temps. Ce que nous nommerons cinéma soustractif désigne un cinéma faisant preuve d'une réticence certaine envers les préceptes d'un art mis au point et adopté universellement au cours de son ère dite classique. Il en va ainsi, et peut-être avant tout, de l'action, envisagée comme une suite d'événements enchaînés selon une logique de causalité, formant plus ou moins un solide intrigue. Action et récit sont donc minorés pour privilégier la contemplation, la lenteur au détriment du rythme soutenu, pour aboutir à des dramaturgies indécises plutôt que précises et achevées. Mais les cinéastes dont il sera ici question ne s'arrêtent pas là, ou plutôt parviennent par ces fins-là à d'autres moyens soustractifs. Ils font notamment preuve d'une attention particulière à la bande-son, bannissant ou utilisant avec parcimonie la musique d'accompagnement, en tous les cas se refusant à tout surlignage émotionnel par son intermédiaire, prenant soin de ne pas laisser la parole et le dialogue envahir leur film comme vecteur d'information, alimentant l'intrigue et la connaissance du spectateur, et ce jusqu'au mutisme, intégrant avec beaucoup de soin les bruits du monde. On observe également un goût prononcé pour l'opacité des personnages, une indétermination de leurs aspirations, les inscrivant dans une perspective purement existentielle, contrastant avec la caractérisation précise généralement préconisée. Moins d'histoire, moins de scénario, moins de récits, moins de paroles, moins de musique, moins de décors, des personnages moins définis, moins de rythme effréné, moins de plans. Le spectateur est en quelque sorte sevré de ses habituels repères,
mais se retrouvent en contrepartie responsabilisés. Le cinéma soustractif redonne ses lettres de noblesse à la mise en scène cinématographique, offre la certitude d'avoir affaire dans chaque film à un artiste se posant la question de la représentation, de la composition de l'unité filmique qui est à nouveau le plan, de l'adaptabilité de la forme par rapport au fond choisi, par un certain nombre d'effets soustractifs garantissant l'exclusion du superflu. Je pense qu'ici, vous voyez pertinemment comment on pourrait appliquer ces mots à ce que nous venons de voir, puisque finalement, ça correspond en tout point, avec cette forme d'assèchement du gameplay, avec ce sentiment d'un jeu qui se refuse à nous, hein, comme si on refusait de nous faire jouer, en quelque sorte, refusant des personnages non jouables, par exemple, qui viendraient nous donner des quêtes. Il n'y a aucune quête dans le jeu, il n'y a aucun scénario annexe, il y a très peu d'éléments à récupérer, ou en tout cas qui ont une vraie utilité dans le cadre du récit. On se retrouve véritablement face à un jeu vidéo soustractif qui nous donne le sentiment qu'on est effectivement dans un lieu interdit, pour le coup, un lieu qui ne correspond pas aux règles du jeu vidéo tel qu'on peut les concevoir en réalité, dans les jeux traditionnels. C'est-à-dire une sorte d'univers ludique qui excède les frontières du jeu traditionnel. Et il me semble que le monde qui est dépeint par Fumito Ueda dans le jeu, le monde diégétique donc, est au monde réel du personnage ce que ce jeu vidéo est au jeu vidéo traditionnel. C'est-à-dire un à côté, un au-delà, quelque chose qui est au bord, mais qui se refuse aux règles qui sont préétablies. Comme si finalement le jeu en lui-même, dans son gameplay, se faisait l'écho de ce qu'il raconte, de ce qu'il nous montre, de ce qu'il nous fait découvrir comme lieu, ce terminus du monde donc, que l'on observe ici, qui est situé au-delà des frontières du connu, du rassurant, du familier. C'est-à-dire qu'on a affaire à une véritable wilderness, très proche du western en quelque sorte, hein, ce lieu à investir qui contraste avec le lieu rassurant qu'on appelle l'écoumène, le lieu maîtrisé, sécurisé, sécurisant également. Et là d'un seul coup, tout ce hors-champ que l'on observe sur ces plaines nous incite à la découverte d'un espace sauvage donc, qui ne demande qu'à être dompté, mais qui en réalité ne le sera jamais dans ce jeu, parce que rien ne nous permet de dompter ces lieux. Ils seront toujours plus forts que nous, en quelque sorte. Donc c'est un jeu assez méta-artistique, vous le voyez, hein, qui interroge son propre statut de jeu vidéo, parce qu'on pourrait presque se demander si c'est un jeu vidéo à proprement parler. Et surtout, ça interroge le rôle du joueur. Rappelez-vous ce qu'Anthony Fian nous dit, quand on dit que ces films nous responsabilisent en tant que spectateurs. Bah, c'est aussi ici un jeu qui nous responsabilise parce que les exactions que l'on commet, c'est-à-dire ces meurtres que l'on commet dans le jeu, ils sont en fait au cœur de son récit. Là où dans d'autres jeux, l'avatar, il tue sans qu'il y ait aucune prise de conscience de ces assassinats, de ces meurtres, etc. Ici, c'est un jeu qui nous place en face de notre responsabilité de joueur et nous explique qu'en réalité, les jeux vidéo reposent sur une dimension meurtrière extrêmement problématique qu'il convient justement d'interroger pour éviter justement que ça devienne trop automatique ou intégré. Il convient de déconstruire en fait le jeu vidéo. Et il me semble que ce jeu est une proposition de déconstruction du jeu vidéo qui en dénonce certains travers, en quelque sorte. Et même le personnage, hein, le personnage, on se rend compte hein, qu'il obéit à des règles. Dormin lui dit il faut tuer 16 colosses. Il ne demande pas pourquoi ni comment, il va le faire. En fait, pourquoi ? Parce que c'est la règle. Parce que c'est la règle du jeu. Wander n'est autre qu'un vrai avatar. C'est-à-dire que c'est le joueur projeté dans le jeu. On me donne une règle, je joue. Lui, pareil. On me donne une règle, je fais. La conséquence, c'est quoi ? Ça, je ne vous le dirai pas. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous laisserai découvrir justement la conclusion, puisque, bien sûr, Dormin le dit, hein, à un moment donné, il y a un prix à payer. On se doute bien hein, que ce prix, il va être important. Alors, là, pour le coup, cette vision très pessimiste, et je conclurai là-dessus, cette vision très pessimiste, il faut quand même souligner qu'elle pourrait surprendre du fait que le jeu a une communauté de joueurs extrêmement investis qui adorent ce jeu, qui pensent que c'est l'un des plus grands jeux de l'histoire du média vidéoludique. Et on pourrait se dire c'est quand même un peu triste que le plus grand jeu de l'histoire du média vidéoludique soit aussi peut-être le plus déprimant et celui qui nous met face à notre condition de joueurs, d'avatar, de joueurs assassins, si l'on veut. C'est quand même assez problématique. Mais en fait, je terminerai quand même sur une note positive, c'est que ce jeu a quand même créé une communauté qui est un peu différente et qui a essayé pas seulement de se confronter au colosse, etc., mais de découvrir certains secrets dans le jeu. Alors, c'est là que je fais un lien avec ce que j'ai découvert dans la forêt. En fait, la communauté de joueurs qui s'est créée autour de Shadow of the Colossus en 2006 ou 2007, je crois, 2 ans, il me semble, après la sortie du jeu,
a commencé à se demander si le jeu cachait pas quelques secrets qu'il aurait été intéressant de creuser. Et notamment, une personne sur un forum Sony, le forum de la PlayStation, qui crée un post en disant j'ai découvert un truc bizarre et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Et je vais vous montrer ce qu'a découvert cette personne, puisque évidemment c'est présent dans le remake. Ça se situe dans le temple de départ. En fait, la personne s'est rendue compte que dans ce temple, il y avait des symboles qui n'étaient pas posés là par hasard, visiblement parce qu'ils sont extrêmement cohérents et on les retrouve dans plusieurs endroits du jeu. Alors ces symboles, ils sont surtout présents sur l'autel. On le voit, c'est ces espèces de carrés sur les bords de l'autel, où il y a une espèce de schéma, ça, on va mieux voir ici, voilà. On voit ces schémas sur les colonnes, avec ces deux ronds en haut et en bas, une sorte de ligne entre les deux. Et en fait, il y a plusieurs schémas qui ne représentent pas exactement la même chose, mais qui reviennent régulièrement, et la personne en question, Ascadia, pour la citer, s'est rendu compte qu'il y en a 4. Il y a 4 symboles qui se baladent dans le jeu, on ne comprend pas trop à quoi servent ces symboles. En fait, elle s'est rendu compte que ces symboles, si on les pose sur la carte, ça correspond en fait à des lieux. Et notamment, celui qu'on voit ici, le symbole avec les deux ronds et l'espèce de trait au milieu, ça pourrait représenter l'entrée du temple, c'est-à-dire ces deux colonnes qui faisaient un surcadrage au début, avec ce pont qu'on va traverser, c'est juste avant le pont si vous voulez, ça pourrait représenter ça vu de dessus. Et on s'est rendu compte que ces 4 symboles pouvaient aussi représenter un temple au sud, et puis un autre endroit à l'ouest. Et quand on croise ces différents lieux, on se rend compte qu'il y a un espace ou un endroit sur la carte, un peu mystérieux, dans lequel il y a une porte. Et il y a une porte qui ne s'ouvre jamais. En fait, l'idée, c'est que la théorie d'Ascadia reposait sur les termes qui ont été prononcés par la divinité au début d'Ormin, qui dit ce lieu est le point de résulte de la convergence des points de section ou quelque chose comme ça, un truc un peu mystérieux, en expliquant que c'est basé aussi sur les souvenirs gravés dans la pierre. Donc, d'un seul coup, on se dit « Ah, mais du coup, ces gravures, elles ont un sens, elles nous indiquent une direction à suivre. » Du coup, cette porte, elle s'ouvre pas, mais tout le monde est persuadé à l'époque que derrière cette porte, il y a quelque chose. Et il y a une rumeur énorme qui consiste à dire qu'en fait, il y a un 17e colosse qui serait caché derrière cette porte. Et pendant des années, et je ne plaisante pas, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 pages qui ont été rédigées sur ce forum, les gens ont exploré chaque mètre carré de la carte pour essayer de trouver le prochain indice qui mènerait à l'ouverture de cette porte derrière laquelle on rêve à ce 17e colosse. Et en fait, un jour, il y a un gars qui explique qu'il est en train d'émuler le jeu sur ordinateur. Et du même coup, il a accès à tout ce qui se passe derrière, sur le système de jeu. Et du coup, il peut traverser les murs. Et du coup, il poste une vidéo, il se met devant la porte, il la traverse. Et en fait, derrière, il n'y a rien. Ce secret n'existait pas. Et pendant des années, les personnes qui étaient sur ce forum croyaient dur comme fer à ce secret. Et malgré tout, ils ont continué à en discuter, malgré cela. Ils ont continué à dire que c'était intéressant, qu'il fallait continuer à croire, comme une sorte de vision liée à la croyance, en fait, vraiment. Et à un moment donné, sur le forum, quelqu'un arrive en disant « Bah oui, mais en même temps, là, on vient de démontrer que c'était faux, donc pourquoi vous continuez ?» Non, mais et les autres répondaient « Mais attends, mais si tu n'y crois pas, pourquoi tu viens là, en fait ?» C'est comme si tu arrivais dans une église et que tu disais « Mais pourquoi vous y croyez? Moi, je veux une preuve !» Non, c'est ridicule. Donc, en fait, ça devenait une sorte de temple. Ce forum devenait une sorte de temple pour les croyants en Shadow of the Colossus. Ce qui a créé une communauté extrêmement intéressante, pour le coup. Et tellement intéressante cette communauté, ils ont en fait grâce à la personne qui avait émulé le jeu, ils ont réussi à découvrir plein de zones laissées à l'abandon par les concepteurs, etc. Et en fait, Bluepoint, le studio à l'origine de ce remake, s'est basé sur le travail de ces personnes pour constituer ce monde. Et non seulement ils se sont basés dessus, mais vous vous en doutez, c'est un remake, donc il est quasiment identique. Je veux dire, il est plan par plan quasiment identique à l'original, sauf qu'il y a un truc en plus. C'est qu'effectivement la porte s'ouvre, et elle s'ouvre grâce aux petits éléments scintillants que je vous ai montrés, qui sont placés dans des endroits totalement inaccessibles. Parfois, il faut faire bugger le jeu pour y accéder. C'est-à-dire, on dirait presque qu'ils veulent pas. Même c'est un ultime pied de nez, comme si le jeu se refusait une dernière fois à nous, comme pour nous dire tu n'as pas à être ici. C'est une terre interdite. Le personnage est sur une terre interdite. Nous, joueurs, sommes dans un lieu interdit. Et il faut le braver, ce monde, pour réussir à en déceler tous les secrets. Ils ont réussi à ouvrir cette porte, mais je ne vous dis pas ce qu'il y a derrière. Et là encore, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Voilà. Je vous remercie. Puis si vous avez quelques questions, mais il est déjà un peu tard, mais bien sûr, on peut prendre peut-être 5 minutes si vous le désirez. Merci.
Si vous avez des questions, je vous invite je vous offre le micro pour qu'il y ait juste une continuité sonore, puisque cette séance est enregistrée et sera rediffusée sur notre page YouTube. Bonsoir. Déjà, je trouve ça cool que vous ayez parlé de ce fameux secret, parce que moi j'ai vu une vidéo sur YouTube qui en parlait, donc je sais de quoi vous parlez. Et pour revenir aussi à votre analyse du début sur l'envie universelle de l'auteur de créer un récit universel, on pourrait peut-être ajouter le fait que le langage du jeu est totalement inventé aussi et qu'il n'existe pas, quoi. Ouais, c'est effectivement. Alors, je sais plus, c'est un mélange. Ils ont inversé du japonais et ils ont rajouté, je sais plus quelle langue, un peu d'anglais et une autre langue, il me semble. Et donc, oui, tout à fait, c'est un langage inventé pour l'occasion, ce qui crée l'impression d'inconnu, de mystère absolu. Ouais. Tout à fait. Bonjour. C'était une question par rapport au graphisme du jeu de 2005. Vous l'avez mentionné, vous n'avez pas vraiment développé dessus Je ne suis finalement. pas revenu dessus. En fait, le jeu conçu par Ueda en 2005 était beaucoup trop puissant pour la PlayStation 2. En fait, c'était beaucoup trop ambitieux. Donc, il a dû réduire ses désirs initiaux. D'ailleurs, au départ, le jeu devait être un jeu multijoueur. Je ne l'ai pas évoqué, ça. Au départ, il y a eu des images. On voyait plusieurs guerriers qui allaient affronter les colosses en même temps. Et en fait, non seulement ils ne savaient pas comment gérer ça, c'était trop compliqué en termes de logistique. Et puis, techniquement, c'était juste impossible pour la PlayStation 2 qui avait déjà du mal à faire tourner le jeu avec une très basse résolution, etc. Mais du coup, le fait qu'il n'y ait plus de multijoueur, c'est encore plus intéressant parce que ça accentue bien sûr la dimension solitaire de ce récit. Et alors les graphismes sur la PlayStation 2 étaient effectivement en très basse définition avec des textures très minimalistes, les montagnes étaient un peu polygoniques. Alors, par contre, c'est exactement le même design, c'est exactement les mêmes décors, les mêmes angles de vue, etc. Mais effectivement, tout est plongé dans une forme de brouillard, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs le premier Silent Hill, où on masquait les limitations techniques de la console par un brouillard environnant qui crée bien sûr la peur dans le jeu. Là, pour le coup, le brouillard avait aussi pour but de créer une aura de mystère. D'ailleurs, ici, le brouillard, il a disparu. Il n'y a quasiment pas de brouillard dans le remake. Par contre, dans l'original, il y a toute une sorte de zone un peu brumeuse à l'arrière-plan, qui crée une dimension encore plus éthérée, on va dire. Il y a certaines personnes qui préfèrent l'original en termes de graphisme, le trouvent plus cohérent, parce que peut-être plus déprimant en fait, avec ces textures un peu délavées, un peu grisâtres, tout est de la même couleur quasiment. C'est plus plat, c'est plus voilà, il y a un truc dans les textures qui fonctionne moins bien forcément, mais qui participe du charme de ce jeu et surtout de la dimension très aride. Même si là, Bluepoint a fait un travail assez extraordinaire, je trouve, sur la manière par exemple, de gérer l'herbe. L'herbe, ça a l'air de rien comme ça. Bon, ils mettent de l'herbe. L'herbe, ils auraient pu la faire hyper verte. C'est pas le cas. Elle est un peu jaunie, un peu brunie, etc. Donc il y a tout de suite des choix colorimétriques qui sont extrêmement importants dans le ressenti global. Donc voilà. Alors, le jeu PS2 avait des gros problèmes, en plus de framerate. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on jouait à ce jeu, il y a des moments où on passait à 15 images par seconde. C'est-à-dire que le jeu était complètement ralenti. Enfin, c'était quasiment injouable en réalité. Il y a eu un remaster sur la PS3 qui a réglé le problème de chute d'images par seconde et qui a essayé de rehausser un peu les couleurs, etc. Beaucoup de personnes disent que la version PS3 est moins réussie parce que justement, ils ont augmenté les contrastes, ce qui fait que les zones sombres sont encore plus sombres, et j'en sais quelque chose, du coup c'est compliqué sur les zones sombres, trop sombres. Et du même coup, ça a aussi un petit peu saturé les couleurs, ce qui fait qu'on perdait la dimension un peu monochrome du jeu original. Donc voilà, c'est des choses qui ont été pensées par Bluepoint pour essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre assez juste. Là, on joue sur PS4. Le jeu, il est optimisé pour la PS4 Pro. Et Ouais. toi, chez toi, tu joues avec la PS5. Ouais, c'est ça. Ça change pas grand-chose. Enfin, c'est la même chose en réalité. Temps de chargement moins long, c'est tout. C'est une question parce que ça m'a donné beaucoup envie d'y jouer. Est-ce qu'il est disponible sur ordinateur ? Ouais, il y a une version PC, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble. Alors vérifier, mais je crois l'avoir vu sur Steam, donc ouais, je crois qu'il y est. Si vous voulez le tester, il est disponible ici dans le hall du cinéma jusqu'à dimanche.
C'est un chemin de croix en revanche. Hein. Voilà. C'est éprouvant comme jeu. Bonjour. Pour citer un artiste extérieur aux jeux vidéo mais qui s'est beaucoup intéressé, Alain Damasio a dit que le jeu vidéo était un art très libre, mais qu'il y avait quand même une contrainte, c'était que le jeu devait être amusant. Il faut que ce soit fun, il faut qu'on ait envie d'y jouer. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez au regard de ce jeu-là qui, comme vous l'avez dit, fait un peu un pied de nez à des conventions du jeu vidéo et du fun? Bah ouais, ça montre que justement, c'est pas une obligation, qu'on peut créer un jeu vidéo qui ne soit pas fun, justement. Alors, ce qui peut poser des questions, c'est la notion de jeu. Parce que la notion de jeu, qui renvoie au ludique, etc., renvoie bien sûr à l'idée de plaisir. Donc on pourrait se dire qu'il y a une obligation pour le jeu vidéo à être amusant ou agréable à jouer. Mais en fait, comme un film n'est pas forcément nécessairement divertissant, en dépit du fait que c'est un pur divertissement de masse ou un art de masse, il me semble que le jeu vidéo peut lui aussi avoir des vraies propositions. Et justement, c'est peut-être aussi celles-ci dont on se souvient, parce qu'elles sont tellement marquantes. Enfin, elles sont marquantes parce que justement, elles sont tellement différentes de ce qui se passe ailleurs. Pour le coup, moi, à l'époque, j'ai pas fait le jeu en 2005. Je l'ai fait beaucoup plus tardivement. Mais j'ai lu des commentaires, pour préparer cette séance, des commentaires de joueurs et de joueuses qui ont dit à quel point ce jeu a changé leur vie, mais vraiment, quoi. Des personnes qui étaient en deuil et qui ont réussi à faire leur deuil grâce à ce jeu. Des choses comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui a eu une importance capitale. C'est sans doute, je pense, un des jeux les plus importants de l'histoire du média, hein, pour le coup. Parce que justement, il va à l'encontre des codes établis, pour le coup. Alors d'ailleurs, vous citez Damasio le temps que le micro arrive derrière. J'en profite pour citer mes sources, parce que voilà, j'ai cité Anthony Fian, mais voilà, je n'ai pas préparé ça tout seul dans ma tête. J'ai eu pas mal de sources que j'ai creusées, et notamment le travail incroyable de The Great Review, qui est un YouTuber absolument formidable. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, hein, toute l'anecdote sur le secret, c'est de lui que je l'intiens, et son idée géniale sur la règle des tiers. Je lui rends hommage parce que pour le coup, et en fait après je me suis amusé à appliquer cette règle des tiers sur plein de jeux, voir ce que ça produisait. C'est assez intéressant, hein, de voir comment le média vidéoludique joue avec les codes de la composition, en fait. Est-ce que du coup c'est le premier à déconstruire le jeu vidéo comme ça, ou est-ce que vous pouvez citer d'autres titres assez marquants? Bah Ico avant, en fait. Ico déjà a fait une proposition dans ce sens. Alors après, déconstruction des codes du jeu vidéo, il y en aurait d'autres avant. Évidemment, Hideo Kojima, avec Metal Gear Solid, est l'un des premiers en fait à vraiment s'interroger sur ce qu'est un jeu vidéo, ce qu'est un joueur de jeu vidéo, quitte même parfois à mettre en abîme le joueur dans le jeu, c'est-à-dire à montrer que c'est le joueur qui, dans sa vie réelle, doit faire une action pour que ça ait un impact sur le jeu. Si je devais citer le premier, ce serait plutôt Kojima, je pense, pour le coup, qui l'a fait. Mais Ueda l'a pas fait dans la même perspective. Kojima, il y avait une dimension très méta-artistique dans sa vision des choses, interroger le média en lui-même. Ueda, il n'interroge pas le média, il interroge le joueur, il me semble. C'est plutôt la place du joueur, quel rôle le joueur a joué dans un jeu vidéo. Déjà, un super merci. Est-ce que le fait de défuniser le jeu, c'était pas pour ce que Nadia Niche appelle, pour l'artifier aussi, pour qu'il y ait un processus d'artification, pour qu'on puisse l'étudier par le biais d'auteurs, par le biais universitaire? Est-ce que c'est pas aussi à relier avec la colorimétrie, avec toute cette vague depuis le début des années 2000 de faire des films plus sombres? Est-ce qu'il n'y a pas tout un ensemble, là bien sûr je fais référence à certaines recherches que tu as pu faire récemment? Ouais, j'ai pas trop réfléchi à la question, en tout cas du point de vue du jeu vidéo. Alors par contre, je pense que le jeu s'inscrit très clairement dans une vague esthétique liée aux images en mouvement des années 2000 qui jouait sur la monochromie de manière assez évidente. Après, est-ce que ça participe de son artisticité? Je sais pas si c'est le fait que ce soit tiré vers le bas en termes de colorimétrie qui fait ça. Par contre, je pense que ça... ouais, c'est vrai, il y a cette dimension de gravité qui peut être sensible. Alors effectivement, l'idée c'est est-ce qu'on relie la gravité à l'artisticité, parce que pour le coup, plein de jeux qui vont être aussi sur des colorimétries un peu plus tassées vers le bas, mais qui pour le coup vont être hyper divertissants. Des jeux comme les Call of Duty, etc. Il y a quand même plein de jeux qui jouent quand même sur cette gamme de couleurs, mais qui sont pas forcément pensés dans une forme artistique pour le coup. Donc je pense pas qu'on puisse faire une équivalence totale entre les deux, mais c'est intéressant. Je parlais pas de l'articiser, mais de l'artifier. La sociologue de l'art, Nadia Niche, disait justement qu'il y avait un processus pour qu'une œuvre, pour qu'un objet plaisant, que ce soit les jeux vidéo, le clip, les BD, il faut que ça passe par
système d'étapes pour que ça passe par la recherche, l'universitaire, puis après par les médias qui vont expliquer au grand public pourquoi c'est sérieux, et ainsi qu'après qu'une forme fun puisse passer pour sérieuse. Ouais. D'artifier, pas d'artifier. Oui, pardon, je comprends mieux maintenant. Bah après, je pense que c'est pas que la couleur. Parce que c'est vraiment l'intégralité des choix, en fait. Hein. Mais la couleur en fait partie de manière assez évidente. Ouais. On va prendre une dernière question. Parce que l'heure tourne et qu'il y a la princesse Mononoke qui nous attend dans la salle d'à côté. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Donc moi, j'ai joué au jeu de 2005, donc je découvre les images de ce jeu-là. Tout à l'heure, vous avez fait un commentaire qui m'avait tilt, alors je voulais juste le partager sur le cheval qui est un personnage à part entière. C'est vrai que moi ça m'a fait penser à la suite à The Last Guardian, qui est aussi un jeu sur une forme d'altérité, en tête de rencontre avec un être qui ne fait pas ce qu'on veut, ou en tout cas qui n'est pas un outil pur. Et du coup, je trouve que parmi les qualités de ce jeu-là, c'est que même si ça peut paraître très vide, je trouve que c'est un jeu sur la rencontre. Déjà, on rencontre des colosses, on a une empathie pour eux, on rencontre un cheval pour qui on va tisser une empathie au fur et à mesure. Et je pense que le prochain jeu aussi, The Last Guardian, c'est aussi ça, c'est aussi rencontrer un être. Et je trouve que paradoxalement, même si ça peut paraître très vide comme jeu, en fait, c'est un jeu où j'ai eu l'impression d'expérimenter l'altérité, alors qu'il y a des jeux très pleins, mais en fait les personnages sont juste des pantins ou des marionnettes sur lesquels on n'a pas du tout d'empathie, on pourrait les tuer, que ça ferait on ressent rien, quoi, parce qu'on sait que tout est faux. Et là, parmi les émotions que j'ai ressenties, c'était la sensation de sorte de vérité, de rencontrer un être. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que en plus la dimension très asséchée du gameplay renforce ça. C'est-à-dire que dès qu'on rencontre un personnage, ça a un impact démesuré, parce qu'il n'y avait personne pendant un certain temps, et d'un seul coup on a un être donc autre, qui va bien sûr aussi être un miroir de nous-mêmes. Donc il y a aussi, on parlait de rencontre avec les colosses, avec le cheval, mais c'est aussi une rencontre du joueur avec lui-même, ce jeu, il me semble. Et alors oui, c'est vrai que je n'ai pas évoqué Last Guardian, alors je l'ai un tout début de l'intervention, mais qui est un jeu aussi assez extraordinaire. Ce qui est assez amusant avec Fumito Ueda, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque nouveau jeu, il prend un élément de gameplay du jeu précédent et il le développe. C'est-à-dire que là, il y avait dans Ico la main qu'on saisissait, et le fait d'agripper qui est exploité ici au niveau des colosses. Et là, c'est le cheval qui a sa semi-autonomie, qui va être complètement digéré dans le personnage de Trico dans Last Guardian. Donc ouais, ça c'est vraiment hyper intéressant. Et puis tout le monde a critiqué l'IA, enfin l'intelligence artificielle du personnage de Trico dans Last Guardian, en disant mais il réagit pas comme il devrait faire, il fait pas ce qu'on lui demande. Bah oui, mais justement c'est parce que c'est comme si c'était un vrai être vivant, en fait, un animal sauvage qui n'est pas apprivoisé, enfin qui est à peine apprivoisé, mais qui n'est pas dressé ni rien. Donc c'est normal en fait qu'il en fasse qu'à sa tête. Et là-dessus, je trouve que autant Shadow of the Colossus c'est un jeu extrêmement déprimant, mais que ce soit Ico ou Last Guardian, c'est des jeux beaucoup plus lumineux pour le coup sur la question de la rencontre. Ils sont beaucoup plus forts émotionnellement là-dessus, en tout cas sur la dimension positive qui peut en ressurgir. Donc merci pour ça. Merci pour la question, merci Jean-Baptiste, on va s'arrêter là. Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous le 20 juin avec Observation. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour Princesse Mononoke. Merci beaucoup.